Aujourd'hui, je reçois Ludovic Jaffre. Vous êtes le PDG de Linkeo, une grosse entreprise installée en France et à l'étranger d'ailleurs. Vous proposez des solutions de site internet, de click and collect et de prise de rendez-vous en ligne. Alors en fait, vous êtes une société du digital avant l'heure finalement, puisqu'on en parle maintenant, mais vous existez depuis l'an 2000. Expliquez-nous un peu comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise et de surfer sur la vague de l'Internet dès le départ. Toujours eu envie de créer mon entreprise depuis tout jeune, donc c'était tout naturellement qu'au moment de la bulle internet, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, entre 98 et 2000, j'ai décidé de monter mon entreprise, donc dans le numérique et le digital, c'était le tout début de l'internet. Facebook n'était pas né, Google est né en 99, donc nous on est arrivé en 2000, et donc on est vite arrivé sur le marché de la création de sites internet et de la publicité locale, parce que c'est un marché extrêmement dynamique, d'aider les petites entreprises et moyennes entreprises à s'équiper, à se digitaliser, parce que c'est aussi extrêmement important pour elles. C'est-à-dire que vous êtes spécialisé en fait dans l'artisanat, le commerce de proximité, j'allais dire, la TPE ou la petite PME. En fait, c'est ça votre cible principale? Oui, on est spécialisé dans les gens qui n'ont pas en interne de services internet pour pouvoir développer leur site, leur communication, leur community management, tous les services qui sont indispensables à toutes les entreprises maintenant. Donc on est spécialisé dans les entreprises entre quelques salariés et une vingtaine ou une cinquantaine de salariés. Voilà. Donc, Linkeo, vous l'installez en l'an 2000. Vous faites à peu près plus de 25 millions de chiffre d'affaires. Vous êtes installé sur toute la France. Comment se passe le réseau finalement? Est-ce que ce sont des agences que vous installez? Où est fait la conception des sites internet, des commandes? Alors, on a des agences commerciales sur toute la France. On doit avoir 23 bureaux en France, des bureaux à l'international aussi. Donc, on commercialise principalement en langue française et en langue anglaise parce qu'on a besoin de bien maîtriser la langue pour faire les sites. C'est de la communication. Et donc après, nos sites, ils sont produits dans l'océan Indien, donc à Maurice et à Madagascar, où on a nos centres de production qui produisent tous les sites qui sont fabriqués de par le monde. Donc finalement, les informaticiens qui rédigent les lignes de code, puisqu'il faut quand même en passer par là quand on fait un site internet, ouais, c'est fait à distance. Ceux-là, ils sont en France. On a 2 centres de R&D, un à Paris, un à Lyon. Et après, les webmasters, donc ceux qui vont intégrer le contenu, rédiger les pages, mettre les photos, faire en sorte que tout soit beau, c'est dans l'océan Indien. Mais tous nos développeurs sont en France. D'accord. Donc la partie intégration est dans nos entreprises. Alors c'est pas sous-traité, ce sont nos propres entreprises que nous avons à l'île Maurice et à Madagascar. Donc, mais tout ce qui est ingénieur et donc tout ce qui est en gros le plus gros de la valeur ajoutée est fait à Paris et à Lyon où on a 2 gros centres de R&D. Alors, est-ce que vous proposez des sites internet, j'allais dire, sur certains modèles? Est-ce que, par exemple, pour certains types d'activités, mettons, je suis plombier ou je suis électricien, c'est certains types de sites internet, ou est-ce que on peut quand même avoir une spécialité selon son métier ou selon son envie? Alors on peut avoir un site internet complètement personnalisé, mais en général les clients choisissent, parce que c'est un peu moins coûteux, de se baser sur des modèles existants, alors qui sont complètement personnalisés ensuite en fonction de leur logo, de leurs photos, de leur couleur, de leur goût, du texte. Donc ces modèles sont complètement personnalisés, mais ça permet de proposer au client quelque chose où il aura une bonne idée du rendu final, et donc on colle plus rapidement et plus facilement à ses goûts avec des modèles, quoi. Combien ça coûte d'avoir un site internet en fait en moyenne? Ouais, ça va coûter 1 000 € site internet en création à peu près. Et après, il faut compter la maintenance et la mise à jour. C'est pas très coûteux. Ce qui va coûter cher pour un site internet, c'est l'investissement média. Tout ce qui est le référencement. Donc, le référencement naturel ou payant, parce que c'est extrêmement compétitif. Et donc, pour remonter sur des requêtes, alors plus les requêtes sont compétitives et plus c'est coûteux. Mais c'est ça le principal coût d'un site internet, c'est tout ce qui est le référencement et l'achat média. Donc le référencement, alors c'est très important, vous dites, ça passe par quoi? Alors bon, globalement, on va pas se raconter d'histoire, tout le monde passe par Google globalement principalement, donc le référencement ça passe pour essayer de faire remonter votre site en première page de Google, d'accord? Donc ça c'est pour
principalement l'artisanat. Hein. Quand je cherche un plombier, un serrurier, un chauffagiste, je vais sur Google et je vais aller taper plombier Angers-les-Bains. Donc ça passe principalement par remonter sur Google. Et là, on a deux techniques principales. C'est la technique qu'on appelle du référencement naturel. Donc c'est de faire remonter le site dans les recherches non payantes de Google. Et après, il y a l'achat média où là, on va remonter dans les annonces qui sont tout au-dessus des recherches. Où là, du coup, c'est payant et il faut payer Google. Et donc, c'est un système d'enchères. Donc, en gros, plus on va payer cher son enchère et plus on a de chances de remonter en première page de Google. Est-ce que ça dépend de la région où on est installé, si on parle de la France, ou bien pas du tout? Ça dépend de la région, mais ce qui varie le plus, ce qui impacte le plus le prix, c'est le secteur d'activité. Il y a des secteurs qui sont extrêmement concurrentiels et donc il y a beaucoup d'enchères et donc plus il y a d'enchères, plus c'est cher. Il y a des secteurs qui sont moins concurrentiels où donc c'est plus accessible. Donc en moyenne pour vous, pour une bonne stratégie de référencement et de communication Internet pour être en numéro 1, combien faut-il investir par mois à peu près? C'est devenu assez coûteux. Hein. Il faut entre 400 et 500 euros d'investissement mensuel. Je dirais ça en moyenne pour un secteur concurrentiel. Donc tout le bâtiment, pour moi, c'est tout l'artisanat, ce sont des secteurs concurrentiels. Donc il va falloir avoir un budget entre 400 et 500 euros par mois. Ça, c'est pour à la fois avoir son annonce en priorité. Avoir son annonce, son site, la maintenance, l'achat média, le référencement. Mais il faut un budget de 400 ou 500 euros par mois. Alors que faire un site internet, comme vous l'avez dit, ça ne coûte pas très cher. En fait, au départ, avec 1000 euros, on peut déjà faire un joli site internet. Un très joli site internet, très professionnel. Comment se passe la digitalisation des magasins depuis cette pandémie pour vous chez Linkeo, Ludovic Jaffre? Alors, c'est vrai que avant la pandémie, le gros de notre clientèle, c'était les artisans et le service à la personne. Des gens qui ont besoin, en gros, les petites entreprises sont allées sur le digital principalement pour de la communication au départ. Je suis plombier, je vais sur Internet parce que j'ai envie d'acquérir de nouveaux clients. J'ai un spa, je vais sur Internet parce que j'ai envie de faire la com pour acquérir de nouveaux clients. Donc c'était notre principale source de travail et de clientèle étaient les artisans et les entreprises dans le service à la personne. Les commerçants étaient moins digitalisés parce que quand je suis commerçant, je travaille avec le fonds de commerce, c'est les gens qui passent dans la rue. Donc j'ai pas un besoin vital d'avoir un site internet parce que c'est pas ça qui m'apporte mon manger, ma clientèle du jour. Donc par contre, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que ils pouvaient plus travailler normalement, on pouvait plus recevoir de gens dans sa boutique. Donc du coup, les gens ont commencé à s'équiper. À s'équiper de solutions de click and collect. Donc les solutions de click and collect, ce sont des solutions qui permettent de proposer mes produits en ligne et de demander aux clients soit de venir les récupérer, soit de les livrer aux clients. Donc ce sont des solutions locales, c'est une extension naturelle au métier de commerçant, hein. Ça lui permet de digitaliser ses produits, son activité, de proposer un coupe-fil ou au moins de limiter la présence en magasin tout en gardant un contact humain avec ses clients, ce qui est l'essence même des commerçants et des commerces. Hein. Donc c'est des solutions qui ont explosé effectivement avec la Covid et donc les commerçants se sont digitalisés assez récemment et massivement. Mais pour le coup, les commerçants sont des gens qui ont moins besoin de Google que les artisans parce que je ne vais pas chercher un commerçant sur Google. Le commerçant, je vais le trouver via les réseaux sociaux. Enfin, le besoin du commerçant, ça va être d'animer une communauté locale autour de goûts, d'animer. Donc du coup, on n'est pas du tout dans les mêmes besoins Google, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs. Hein, alors, ça reste Facebook parce que du coup, en com local, on n'a pas beaucoup de choix. Hein, si ce n'est, c'est soit faire confiance à Facebook, soit faire confiance à Google. Moi, on a deux choix et donc globalement, les commerçants, on leur conseille de faire du Facebook. Enfin, quand je dis Facebook, c'est l'univers Facebook, hein, c'est l'Instagram ou du Facebook pour faire de la com locale et attirer des communautés parce que c'est très efficace et ça marche bien mieux que Google pour les commerçants. Alors justement, j'allais vous poser la question pour les commerçants. Vous parlez pour eux, ça serait plutôt Facebook et Instagram. Ouais. On parle aussi de TikTok, du chinois TikTok. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mes enfants sont toute la journée sur TikTok. Pour avoir regardé les vidéos. Donc en fait... Alors c'est sans doute un des réseaux sociaux de demain. Hein. Donc pour l'instant, je pense que les gens qui y sont pas au tout début de leur tranche d'âge où ils vont commencer à consommer. Donc par contre, c'est sûr que s'ils ont
pris des habitudes d'utilisation de TikTok, ce sera un média central pour les annonceurs dans quelques années, quoi. Je sais que déjà certains l'utilisent. Enfin, il faut vouloir viser une tranche d'âge qui est relativement jeune. Hein. Très jeune même, vous voulez dire? Je pense très jeune. Alors, mais jusqu'à 25 ans, je pense qu'ils doivent avoir une tranche d'âge. Donc, si j'ai une stratégie de communication qui veut viser cette tranche d'âge, TikTok est sans doute un réseau extrêmement efficace pour les atteindre. Donc finalement, ce qu'on entend à travers vos propos, c'est que lorsque vous développez un site internet et selon son activité, il y a certains réseaux à prendre et pas d'autres. En fait, c'est ça. Donc, faut absolument savoir ce qu'on veut. Faut savoir qui on veut viser, ce qu'on veut. Faut se poser la question, qui sont mes clients, comment est-ce que je vais les cibler. Donc oui, il y a une vraie stratégie de communication et d'achat média à faire, que je sois petite ou grandes entreprises. Hein, ils ont les mêmes problématiques. Hein. Est-ce que je veux cibler localement? Est-ce que je veux acquérir de nouveaux clients? Est-ce que je veux fidéliser ma clientèle? Donc effectivement, les supports internet, ils sont plus ou moins adaptés en fonction de ma stratégie de communication. Alors donc Ludovic Jaffre, je rappelle que vous êtes le patron de Linkeo, une société qui propose différents services de l'internet, donc du digital depuis déjà 20 ans. Hein, vous êtes une grosse entreprise puisque vous faites plus de 25 millions de chiffre d'affaires. Vous avez développé des formules, notamment celle qui s'appelle Deliver by Linkeo, c'est le click and collect. Ça veut dire que finalement, qu'on ait un site internet ou pas, on peut faire du click and collect avec vous? Tout à fait, on peut faire des click and collect. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne cette formule. Alors, donc c'est un logiciel, un click and collect qui permet de présenter mes produits et de gérer un panier, et de faire le paiement et après au commerçant de soit le proposer en livraison ou soit en prise de commande dans le magasin, quoi. Donc ça se met en place par nos services ou tout seul par le client, il peut le faire aussi, c'est un logiciel. Et après, s'il n'a pas de site internet, il peut le mettre sur sa page Facebook ou sur sa page GMB. Et donc les clients accèdent directement au catalogue produit et peuvent réserver, commander en ligne directement depuis leur module. Donc ça c'est super simple en fait, c'est une très facile. Très bonne idée. Ouais. Ça coûte combien Ça coûte 50 € par mois. 50 € par mois, ce qui est très raisonnable. Là, on a une promo où il y a 3 mois offerts pour que les gens ils puissent le mettre en place pendant la crise et en espérant que leurs clients l'utilisent, qu'ils le mettent en avant, parce que c'est comme tout une solution de click and collect. Hein. Si j'ai fait le paramétrage, si je ne vais pas expliquer aux gens que j'ai une solution qui permet de faire de la livraison ou de la prise de commande en ligne, il faut communiquer dessus pour que les gens l'utilisent et que ça devienne utile et que ça devienne ensuite une habitude de consommation de mes clients. Je sais que, tout le monde, on aime bien le dimanche matin aller au marché faire ses courses, mais quand on arrive trop tard, il n'y a plus de poisson ou il n'y a plus de poulet. Donc c'est toujours bien d'avoir fait sa précommande à son boucher préféré pour éviter des ruptures. Et ça permet quand même d'aller au marché, mais d'être sûr d'avoir les produits que je souhaite pour mon dimanche midi, quoi. Ça, c'est une bonne idée. Mais vous dites, vous, d'ailleurs, que avec la pandémie, 82% des Français de plus de 16 ans, ça y est, se sont mis à l'achat en ligne. Donc, le chiffre, on est passé de 75 à 82%, c'est énorme. Quand seulement 15% des TPE vendent en ligne. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Alors, 82% en ligne, le chiffre était déjà important avant, hein, mais on parlait beaucoup d'e-commerce. Hein, donc, effectivement, le drame de cette crise, c'est que ça a encore mis en avant les grandes plateformes de type Amazon, hein, qui ont encore pris des parts de marché au détriment des petits commerçants. Et donc effectivement, une solution de click and collect, ça permet de garder le contact avec sa clientèle, de continuer à vendre, même en temps de confinement. Donc c'est extrêmement important, quoi. Alors, vous avez aussi développé un autre produit à la carte, j'allais dire, c'est Planner. Expliquez-nous ce que vous proposez. Alors, ce sont des outils de prise de rendez-vous en ligne, hein, pour les spas, les coachs sportifs. Donc, ça permet Donc là, finalement, c'est pour respecter la distanciation que cette idée vous est venue comme ça? C'était une idée qu'on avait déjà eue avant. Hein. Ce sont des outils digitaux qui vont permettre, par exemple, à un coiffeur d'éviter de passer son temps au téléphone à répondre. Alors, vous voulez un rendez-vous quand? Demain, j'ai plus de créneau. Plutôt après-demain, à 13h, ça vous va? Non, ça me va pas 13h. Donc, c'est un outil qui permet d'avoir la disponibilité des esthéticiennes ou des esthéticiens en ligne en temps réel et d'éviter, on peut même proposer le paiement via ces solutions, donc ça permet de gagner du temps et de digitaliser l'activité de beaucoup de clients.
Alors j'imagine que ça aussi, ça se met soit sur son site internet si on en a, mais ça peut se mettre aussi sur une page Facebook ou autre. Une page Google My Business, une page Facebook, ça se met sur un profil Instagram, ça se met partout. Et là, le planeur, donc je rappelle, c'est l'outil de prise de rendez-vous, vous avez dit. Ça coûte combien? C'est pareil, c'est 50 € par mois, c'est sans engagement et il y a 3 mois offerts. Alors en plus, tous ces outils, ce qui est extrêmement important, ce qu'il faut comprendre pour les commerçants et les artisans, c'est que la donnée, c'est le nerf de la guerre, et donc ça permet ces outils de collecter de la donnée. Donc quand une personne a pris rendez-vous en ligne sur mon planeur, je la connais. Je sais qu'elle est venue faire une coupe de cheveux, d'accord? Et donc, dans 2 mois, je peux lui envoyer un mail commercial ou un mail en disant, voilà, bonjour mademoiselle, vous n'êtes pas venue depuis 2 mois, j'ai une promotion, ou est-ce que vous voulez venir nous voir, j'ai des créneaux demain. Donc, ça permet de faire du marketing, en fait. Et donc, la donnée, c'est le... Oui, on dit c'est l'heure de demain pour le commerçant, mais pour l'entreprise. Pour tout le monde, pour l'entreprise et pour les commerçants aussi. Et donc, se digitaliser... Là, on est en train d'entrer dans la deuxième phase. La première, c'était faire de la com, attirer des clients. Et là, maintenant, c'est digitaliser mon activité pour maîtriser ma donnée et pouvoir la réutiliser à bon escient et donc être plus efficace dans mon travail au quotidien, quoi. Donc, c'est un vrai enjeu du commerce et de l'artisan de demain, quoi. Oui, parce que finalement, l'intérêt également de cet outil planeur, enfin moi je trouve ça super, hein, dans le sens où, comme vous dites, on peut récupérer sa donnée, mais surtout, on n'est pas vu par l'ensemble, je veux dire, des publicitaires, des gros publicitaires actuels que maîtrisent les grandes plateformes, en fait. C'est ça aussi l'avantage. Bah oui, c'est sûr que quand je fais confiance à une entreprise tierce ou américaine ou même française pour gérer mon système d'information, ma communication, j'ai pas la maîtrise des données et donc c'est eux qui le maîtrisent, hein. Quand je passe par Amazon pour vendre mes produits, c'est Amazon qui maîtrise mes données, c'est pas moi qui les maîtrise. Et c'est, comme vous le disiez, c'est vraiment l'or de demain, quoi. Alors, en combien de temps est-ce qu'on peut mettre un site internet, on sait à peu près combien de temps ça se fait en développement? Quelques jours, quelques semaines, un site internet, un maximum, ça dépend de la complexité du site. Mais... Voilà, un site simple, ça peut aller très vite. Après, c'est le nombre de produits. 15 jours, voilà. Par contre, pour tous ces petits modules, j'allais dire supplémentaires, ça se fait instantanément? Ça se fait rapidement. Alors, on a forcément ça dépend de la spécificité des produits. Hein, pour un boucher, on va avoir des stocks des bases de photos en stock qui vont lui permettre d'aller assez vite dans le setup de son catalogue. Alors maintenant, quand c'est des produits spécifiques, c'est sûr qu'il faut aller faire un shooting photo. Donc, on a des gens qui peuvent faire ça. Autrement, il faut le faire tout seul, de prendre ces produits en photo pour pouvoir les mettre en ligne et les pricer, parce qu'il faut aussi mettre les prix, hein, on oublie vite, hein, il faut mettre les photos, les prix, faut les mettre à jour, et donc du coup c'est un peu de temps, mais il est surtout côté client, parce que souvent le commerçant il va pas vouloir mettre tous ses produits en ligne, et il a pas intérêt à tous les mettre en ligne, hein. Faut qu'il mette, comme on dit toujours, les 20-80, hein, les 20% des produits qui se vendent le plus, hein. C'est ça qu'il faut qu'il mette en ligne, hein, et ce qu'il souhaite aussi, c'est simplifier la vie de ses clients, mais c'est aussi que les gens viennent le voir, hein, toujours le commerçant, donc faut garder un peu de stock pour renouveler finalement sa page, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et donc, je dirais que ça va très vite de mettre en ligne un catalogue produit. Ça va dépendre de la taille, hein. Si je veux mettre 500 produits, forcément, ce sera plus long que si j'en ai 50. Et il faut, se poser les questions à quel prix je vais le mettre en ligne. Est-ce que j'ai de belles photos? Mais une fois que j'ai tout ça, ça va très vite. Ça prend quelques dizaines de minutes, 1 heure ou 2, quoi. Et ça veut dire que, du fait de vos 20 ans d'expérience, si on est commerçant et qu'on n'a pas de photos en stock, on peut vous demander votre base de photos. On vous fera le setup de votre catalogue. On a des bases de photos. Vous avez déjà donc des photos toutes prêtes finalement. On a les photos toutes prêtes et on a même des photographes, si vous voulez, qui peuvent venir prendre vos produits en photo si vous avez des beaux produits à mettre en avant. Alors, autre sujet avec vous, Ludovic Jaffre, puisque vous êtes un spécialiste de sites internet. Je rappelle que vous dirigez Linkeo, une grosse société implantée partout en France. C'est la possibilité des chatbots. Expliquez-nous un peu, d'abord réexpliquez à l'auditeur ce qu'est un chatbot et est-ce que c'est la mode vraiment? Alors, ça a été la mode, ça l'est toujours un peu. Je pense que c'est clairement un produit d'avenir, hein, le chatbot. Alors qu'est-ce que c'est le chatbot? C'est un robot conversationnel. Donc c'est un robot qui va remplacer un humain pour converser textuellement avec vous. Alors c'est basé sur de l'intelligence artificielle, donc le robot essaie de comprendre ce que vous dites pour avoir des réponses pertinentes.
Alors, l'intelligence artificielle, ça marche très bien pour la photo. La photo, tout ce qui est reconnaître un chat, un micro, des plantes, ça marche très très bien parce qu'on arrive à comparer beaucoup de photos et c'est assez factuel. Pour la parole, c'est plus compliqué parce que c'est plus fin la parole, donc c'est plus difficile d'avoir des pertinences de réponse extrêmement récurrentes. Ça a une utilité pour les gros centres d'appel ou pour les grosses plateformes téléphoniques pour essayer d'écrémer les premières questions sans valeur ajoutée, quoi. On va dire le bonjour, le numéro de dossier, est-ce que vous êtes déjà client, est-ce que vous êtes sociétaire. Donc on a une promesse qui va être, on va arriver avec un robot conversationnel à réduire toutes les interactions du début qui sont des interactions un peu inutiles et qui on perd du temps, mais en général, on va devoir après raccrocher sur un humain. Alors ça va dépendre beaucoup des secteurs d'activité. Ça va bien marcher pour les helpdesk, le service technique, parce que quand c'est essayer de trouver des fiches techniques ou quoi que ce soit, on arrive à aller jusqu'à les helpless. Je rappelle que c'est le mot anglais. Les helpdesk, je rappelle que c'est le mot anglais, oui, pour dire service après-vente ou service technique. Oui. Donc ça va marcher assez bien pour ça. Pour le service client, c'est un peu plus compliqué, et après pour l'aide à la vente, donc les sites e-commerce, c'est encore plus compliqué. Mais bon, on arrive à faire gagner du temps aux agents des centres d'appel avec les services de bot, quoi. Donc c'est surtout réservé le chatbot pour les centres d'appel, pas tellement si on est commerçant ou artisan. Pas pour l'instant. Sans doute un jour pour accompagner dans la transformation des sites, dans la vente en ligne. On y arrivera un jour, mais c'est encore un peu tôt. Alors vous, votre spécialité, c'était jusqu'à présent les TPE, les commerces, l'artisanat. Donc on l'a vu avec le produit planeur que vous avez proposé pour la prise de rendez-vous pour respecter la distanciation, ou l'autre produit Deliver pour le click and collect, j'allais dire. Quelle est votre stratégie de développement pour Linkeo ? Alors la stratégie de développement, elle est double. Déjà, on est attiré par l'international beaucoup chez Linkeo, donc on se développe beaucoup en termes géographiques à l'international, dans les pays anglo-saxons, celle soit l'Amérique du Nord, l'Australie. Donc on a une stratégie de développement international. Et en termes de produits, donc on a été jusque-là très tiré par les plateformes américaines, que ce soit Google et Facebook, parce que ce que souhaitaient nos clients, c'est avoir des stratégies d'investissement efficaces. Oui, c'est-à-dire là où partout tout le monde va, évidemment. Oui, c'est logique. Ils veulent être présents là où les gens vont. Donc on a été longtemps tiré par ça, et donc comme je vous le disais, maintenant on se dirige de plus en plus vers les outils digitaux. Donc on était beaucoup dans la communication locale, et maintenant on est dans les outils digitaux, donc pour digitaliser le métier de nos clients, pour leur permettre de maîtriser leurs données et de faire du marketing de façon efficace. Donc on est dans la donnée, donc on est tiré par ça. On s'est créé avec la communication locale, on se développe dans la digitalisation des métiers. Donc pour vous trouvez que la TPE en France, elle est suffisamment digitalisée ? Non, ils sont très peu, voire pas du tout digitalisés, quoi. Alors maintenant, on a des taux de sites internet qui commencent à être relativement importants, même si c'est des sites, pas toujours des sites internet, mais on va dire une présence digitale qui commence à être acceptable, je dirais autour de 70-80%. Mais après, en termes d'outils pour mieux faire mon métier, alors que ce soit un outil, pour un artisan, ça va être, je sais pas, pour faire des devis en ligne, ou pour concevoir son chantier, ou pour faire sa facturation, la digitalisation est très très faible. Alors ils ont des ordinateurs, ils ont des tableurs, ou ils ont des traitements de texte pour faire leur facture, mais tout ça est très peu connecté, donc il n'y a pas encore vraiment d'outils pour les aider à mieux faire leur métier, quoi. Donc il n'y a pas d'outils de base. Il y en a qui existent, mais ils sont très peu encore digitalisés dans leur métier, les artisans et les commerçants. Ce qui va venir un jour. Ils sont digitalisés par la communication, mais pas par leur métier, quoi. Et ça, vous pourriez les aider, ou bien c'est trop difficile? Non, c'est vraiment ce qui tire la stratégie de l'entreprise. Après avoir accompagné les entreprises dans leur communication, on souhaite les accompagner dans la digitalisation de leur métier, parce que tout ça, c'est assez lié. Quand je vous disais que faire de la communication, ça va coûter 400 ou 500 euros par mois, c'est quand même extrêmement cher pour un commerçant ou un artisan. Donc toute cette donnée qu'il va récolter quand il fait de la campagne, s'il peut l'utiliser, la réexploiter, et après essayer de la rentabiliser, c'est une bonne chose. Donc toute cette donnée, donc c'est notre cœur de métier. Une fois qu'on a fait de la com, on va essayer de digitaliser l'entreprise pour qu'elle puisse réexploiter cette information. Donc ça veut dire faire des devis en ligne, faire des factures en ligne, et ça, voilà. Les Français sont pas encore à la hauteur, on entend.
Les entreprises ne sont pas encore beaucoup digitalisées, mais même à l'international. Enfin, les grands groupes sont digitalisés, les grosses PME aussi, mais les artisans et les commerçants, très très peu pour l'instant, quoi. Et c'est ça, quand vous dites, vous, le futur, finalement, pour vous, c'est la digitalisation, finalement, du cœur du métier de chacun. Du cœur du métier de chacun. Et ça, on a du mal. Ouais. Est-ce qu'on n'arrive pas à convaincre les entreprises? Est-ce qu'il faudrait passer par des fédérations? Parce que j'imagine que si on est un plombier, d'abord, les devis, c'est pas la même chose que si on est un électricien. Donc, c'est pas facile de mettre le prix d'un câble, d'un écrou, en même temps que d'un robinet. C'est un logiciel à paramétrer, comme un commerçant, il va mettre son catalogue en ligne. L'électricien, il va pouvoir mettre ses produits. Voilà, moi, un poste de compteur, c'est 500 €. Rénovation électrique d'une pièce de 20 mètres carrés, c'est 50 € du mètre carré. Donc, il va pouvoir comme digitaliser son contact client pour après mieux réexploiter ses contacts, quoi. Et donc, le futur, pour vous, c'est la digitalisation et l'accès d'aller à l'international. Quels sont les pays leaders pour vous? Les pays les plus attractifs en termes de tissu d'entreprise, ça reste les États-Unis. Il y a 37 millions d'entreprises aux États-Unis, donc c'est un marché extrêmement concurrentiel, mais extrêmement vaste, donc qui nous donne des perspectives assez excitantes. Donc pour Linkeo, ça veut dire quoi? Installer une agence, ou vous allez fonctionner avec des franchises? On a déjà des agences à New York, à Miami, à Toronto, à Montréal, à Ottawa, à Québec. On a déjà 7 ou 8 agences en Amérique du Nord, quoi. Alors, pour développer votre entreprise, puisque vous en êtes le patron, Ludovic Jaffre, vous passez comment pour l'international? Vous faites appel à des cabinets qui vous aident à vous implanter dans les pays, ou vous y allez franco? On y va franco, l'opportunité, on va dire. L'opportunité. Je suis entrepreneur, donc j'aime bien y aller tout seul pour voir. Donc en général, je vais voir, ou je trouve un contact local, ou on essaie d'y aller étape par étape. Mais donc vous dites, je vais faire un petit voyage dans tel pays, et puis si je rencontre quelqu'un de sympa, voilà, c'est ça, je l'embauche. C'est comme ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok. Donc le nez au vent, finalement, au feeling. Ouais, c'est ça. Donc les États-Unis et le Canada, c'est la première. Ouais, c'est la première source de développement futur de l'entreprise. On a déjà 23. C'est grâce à la langue, en fait, parce que c'est une langue commune. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, je vous rappelle, on a un centre de production à Maurice et Madagascar, et c'est des pays qui sont anglophones et francophones, donc on n'a pas de difficulté à produire ce qu'on fait dans toutes ces langues-là. Donc on se concentre bien sur la langue française et anglaise, même si on est en train de mettre le pas en Espagne. En fait, de par Miami, on s'est mis forcément à l'espagnol parce qu'on a un bureau à Miami, et que donc on a été forcé et contraint de. Il y a beaucoup de portoricains, c'est ça? Il y a beaucoup de Cubains, de Portugais. Il y a la langue première. Enfin, il y en a qui ne parlent même pas anglais à Miami, donc on est obligé de faire les sites en espagnol. Ouais, il y a des gens qui ne parlent pas anglais en Floride. Ouais, vraiment. Donc on s'est mis à l'espagnol, et donc l'espagnol, ça nous attire, ça attire l'entreprise. Donc je pense que on va se développer dans les pays aussi hispaniques très prochainement, là. Alors ce qui est intéressant également dans votre histoire d'entreprise, c'est que vous avez fait une levée de fonds en 2000, alors qu'à l'époque on parlait à peine des levées de fonds. Comment vous avez fait? Ouais, c'était facile de lever de l'argent en 2000. Je pense que c'était même plus facile que maintenant. J'étais analyste financier dans une banque. Je me souviens, j'avais démissionné parce qu'à l'époque on n'avait pas les ruptures conventionnelles, et donc j'ai démissionné pour monter mon entreprise. Et en démissionnant, le patron de la salle de marché m'a dit, viens, faut que je te présente des copains là qui sont investisseurs. Je dis, bon, si tu veux, mais on avait déjà bouclé notre tour de table avec la famille, les parents nous avaient prêté de l'argent. Ce qu'on appelle la love money. Voilà. C'est ça. Et puis, donc, il y a ces gens-là avec qui on a déjeuné. Ils ont dit, on va bien mettre de l'argent. Donc, on a appelé les parents. Ils disaient, nous, on voulait pas. J'ai monté la boîte avec 2 copains. On voulait pas être trop dilué dans le capital. Donc, on avait dit aux investisseurs, bon, on est d'accord que vous veniez, mais nous, on veut garder le même capital. Donc, il faut que tout le monde se resserre. Donc, voilà. Les parents ont dit pas de problème. Les investisseurs ont dit pas de problème. On n'a même pas fait un PowerPoint. Rien du tout. Enfin, globalement. Et donc, la parole, quoi, uniquement. Ouais, c'est ça, un déjeuner. Et c'était 98-2000, c'était la folie d'Internet. Une bonne poignée de main, et voilà. C'était incroyable. Enfin, c'était dingue. C'était 2 années qui étaient complètement folles, quoi. Qui s'est arrêté en mars ou en avril 2000 complètement.
on est passé de star à paria, mais en 15 jours, quoi. Ah oui, c'était très décrié, hein. Après, il y a eu la bulle Internet, tout ça, c'est des bêtises. Enfin, c'est de l'argent dépensé pour rien. C'est une bulle qui mènera nulle part. Vraiment, il y a eu. C'est ce qu'on vous disait. Ah ouais, non, mais c'est ce que disaient les gens, hein. L'éclatement de la bulle Internet, il a été violent. Je sais pas si vous vous souvenez, le CAC 40, l'indice parisien, il est passé de, je sais plus, de 8000 à 4000 points. Il a été divisé par 2 en quelques semaines, et tout ça à cause d'Internet, hein. Donc ça a été un élément aussi fondateur dans l'entreprise, parce qu'on avait levé de l'argent en mars, et en avril, on nous disait vous faites n'importe quoi, ce que vous faites, ça sert à rien. Donc on s'est dit, il vaut mieux qu'on soit économe. Donc on a eu un ADN économe. Donc c'est la seule fois d'ailleurs où Linkeo a levé de l'argent, parce qu'après on a tout autofinancé, tout le reste de la croissance de l'entreprise, quoi. Alors, l'actualité pour vous, c'est ce pack restaurant pour aider les CHR, comme on dit, c'est-à-dire les commerces, hôtels, restaurants, enfin tout ce qui est dans ce domaine. Qu'est-ce que vous proposez avec ce pack ? On leur propose une solution de click and collect gratuite pendant 3 mois, hein, et sans engagement pour continuer à garder le contact avec leurs clients, à travailler, parce que pour être installé aussi dans Paris au milieu des restaurants, on voit bien qu'ils ont envie de travailler, hein. Ils veulent garder le contact avec les fourneaux, avec leurs clients, et que du coup une solution de click and collect, c'est quand même une solution pour continuer à pas décrocher complètement, parce que là c'est depuis octobre où que c'est fermé, ça commence à faire long, hein. Et donc on voit bien qu'ils ont l'envie de rouvrir. Alors, je pense pas qu'ils gagnent d'argent en rouvrant beaucoup, parce que les volumes sont quand même relativement assez faibles, hein, mais ça leur permet de pas perdre la main, de garder le contact. Ça tient le moral aussi. Ça garde le moral. Ils ont une solution comme ça où ils peuvent proposer leur plat à emporter gratuitement. Donc votre solution, elle est gratuite pour 3 mois. Pour 3 mois, c'est ça ? Alors si on veut travailler avec vous, vous avez des offres d'emploi à pourvoir puisque vous vous développez. Ouais. Quels sont les postes ? Qu'est-ce que vous recherchez comme talent ? Est-ce que c'est facile de trouver des talents ? Alors, c'est toujours difficile de trouver des talents pour tout le monde, toutes les entreprises, je pense. Après, les talents sont pas les mêmes suivant les entreprises. Un talent va être un talent pour Linkeo et pas forcément pour Lidl, hein. Ça va dépendre un peu des gens, de leur savoir-faire, de leur valeur, de leur éducation, beaucoup de choses. Donc, on recrute beaucoup de conseillers en communication parce que les entreprises, dans notre ADN aussi, c'est de les accompagner. Donc, on a des bureaux avec des gens qui sont formés sur la route pour aller voir les gens et essayer de les conseiller au mieux sur leur bonne stratégie digitale et sur les bons outils pour eux. Donc on forme beaucoup de conseillers en communication. Donc ça c'est le gros de nos recrutements. On recrute aussi beaucoup d'ingénieurs R&D pour continuer à développer nos plateformes. Donc ça ce sont les gros du recrutement en France, c'est de la R&D et du conseiller en communication. Donc si on veut vous rejoindre chez Linkeo, comment fait-on ? Linkeo.com, hein, sur la page emploi. Tout simplement, on envoie on répond et on envoie un petit CV. Exactement. Et on nous répond. Et on vous répond, j'espère. En plus, j'espère bien. Quelles sont les fourchettes de salaire à prévoir pour ces types de postes que vous recrutez ? Un conseiller en communication, ça va être avec les primes incluses, je dirais entre 30 et 60 000. Et un ingénieur R&D, ça va dépendre de son expérience, mais c'est entre 40 et 60 aussi, quelque chose comme ça. Et la stratégie pour vous de TPE et commerce, artisanat, c'est une stratégie que vous poursuivez ou vous cherchez aussi à aller vers des plus grandes entreprises ? Pour l'instant, non. Alors, je vous dis non, c'est un demi-non parce que on veut aller vers les commerçants, les artisans, et quand je vais parler par exemple d'un réseau de Lidl ou d'un réseau de Bureau Vallée ou des gens qui sont soit franchisés, soit intégrés, ils ont besoin de com local, d'accord ? Donc c'est des gens qui nous intéressent, parce que c'est dans notre savoir-faire, mais pour les démarcher, on va devoir démarcher les têtes de réseau, d'accord ? Que ce soit pour faire de la pub sur Google, sur Facebook en local, de faire du community management local. Donc oui, on va vers les grands comptes, mais dans une approche réseau, en vendant de la communication locale toujours, quoi, et des outils métiers locaux. Et puis c'est plus long d'essayer de joindre la tête de réseau, il y a beaucoup plus de concurrence, j'imagine. C'est plus long, il y a plus de concurrence. Quoi qu'il y a beaucoup de concurrence, hein. Il y a 23 000 agences de communication en France, quoi. Donc on est sur un métier extrêmement concurrentiel, hein. Donc c'est pas la concurrence qui nous fait peur non plus. Alors on va rappeler donc votre spécialité, Ludovic Jaffre, pour Linkeo, c'est donc la spécialité de site internet pour le commerce et le magasin de proximité ou l'hôtel, restaurant, voilà, et le click and collect, les deux solutions que vous proposez à l'achat en dehors d'un site internet. Donc votre solution de click and collect et votre solution de prise de rendez-vous en ligne, le planeur, quand vous dites
comme vous dites. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon, Ludovic Jaffre. Et je rappelle que votre conseil, c'est de digitaliser son entreprise. Ça veut dire non pas forcément d'avoir son site internet, mais de digitaliser le cœur de son métier. C'est obligatoire, site internet. Hein. C'est la première étape, mais digitaliser le cœur de son métier, c'est clairement indispensable pour être efficace dans son métier et bien servir ses clients. Et capter la donnée, comme vous avez dit, c'est-à-dire ses clients. Ses clients. Merci pour ce tour d'horizon, Ludovic. Merci Florence.